Hawkerson. Comment ça va? Ça va super bien. Bien, Monsieur Jeff, excellent, oui. Ça va bien. On a très bon invité aujourd'hui. Je suis très heureux. Oui, Pensez-vous? monsieur. Ben oui. Comment ça va, Bob? Ça va très bien. Cool. Écoute, deuxième show ce matin, deuxième direct. Euh, on va essayer d'être aussi intéressant que la première fois. On a eu beaucoup de comeback, Max, dans les réseaux sociaux dans les 2 dernières journées. Absolument. Très heureux. On a eu des beaux commentaires, des beaux messages, des beaux partages. On est très enchantés de ça. On espère d'être à la hauteur pour une deuxième fois de suite. On a même eu des messages hier comme quoi qu'on n'avait pas été en ondes hier matin. C'est le lundi, mercredi, vendredi. C'est avec plaisir qu'on vous rejoint encore ce matin. Ben oui, certainement. Donc, ce matin, c'est vrai, Max, tu voulais parler d'un petit sujet avant qu'on commence ça, là, mais on a eu une belle nouvelle hier soir, tard, dans le monde du baseball. Oui, un petit cadeau des Blue Jays. George Springer qui va joindre à la formation. Ça va être intéressant. Ça rajoute quelqu'un d'expérience, mais qui n'est pas trop vieux, qui va être capable de frapper au premier rang. Ça va être très intéressant de suivre les Blue Jays qui vont être encore au plus fort de la course cette année. Donc, une petite nouvelle baseball pour commencer, c'est toujours bon. Oui, puis j'ai vu aussi que son bon ami Michael Brantley était sur le point de signer avec les Jays aussi, là, fait que ça serait quand même 2 ajouts très intéressants. Absolument. On s'en va à notre invité ce matin, le directeur technique, Robert Brousseau, qui s'en vient nous parler d'un sujet quand même assez chaud, je pense, pour toi à chaque année. Hein? Je vais te reprendre tout de suite. Le directeur technique, c'est Sylvain Saint-Don. Hey, je me mélange tout le temps, c'est ça le pire. Directeur des opérations. Mélange-moi jamais avec ce gars-là. Je pensais que j'avais un nouveau boss. Non. Ouais, fait qu'un sujet chaud pour toi, je pense quand même, les changements de règlement à chaque année. Hein? Bien, évidemment, c'est toujours d'actualité. Ce processus-là débute à l'automne où on reçoit des propositions de changement au règlement d'un peu tout le monde, là, de la part des régions, des associations et même d'un simple entraîneur de baseball. Et pourquoi je dis simple? Là, parce que leur opinion est très importante et bien souvent, là, c'est des choses qu'ils voient, c'est des observations qu'ils font pendant la saison pour améliorer le baseball. Donc, nous, on est toujours très intéressés à recevoir ces changements-là. On fait une première lecture, une première digestion par le comité des règlements, puis ensuite, on soumet ça là, aux membres. Là, on est dans ce processus-là actuellement. OK. Puis, j'imagine, c'est ça, parce que tu dis simple. C'est que souvent, j'imagine qu'il y a des entraîneurs, peut-être, qui pensent que leur opinion n'est pas nécessairement aussi importante qu'un entraîneur élite. C'est un peu ça que tu veux dire? Exactement. Je veux dire, tout le monde a le droit au chapitre, tout le monde a le droit de donner leur opinion. Puis, il y a souvent des propositions là, qui émanent d'un courriel qu'on a reçu d'un entraîneur. Tel changement, est-ce que vous avez pensé à faire telle nouvelle chose? Là? Puis, donc, il y a beaucoup de changements qu'on a fait au fil des années là, qui émanent de l'opinion d'un entraîneur ou d'un groupe d'entraîneurs. C'est important parce que les autres, ils viennent du terrain. C'est eux autres qui le vivent, Exact. le règlement. Donc, c'est encore plus important que les autres s'approprient la façon que les jeunes vont se développer, puis le règlement de baseball aussi, là, à travers ça. Ils sont nos yeux là, sur le terrain. Là. Nous, on a beau vouloir être sur le terrain, quotidiennement, eux autres sont confrontés à ces situations-là, sont avec les joueurs, donc sont plus à même là, de nous faire des propositions là, en ce sens-là. Ce matin, on t'avait demandé de nous préparer un petit top 5 des changements que tu avais pour la saison 2021. Ouais. Je te laisse commencer ça. Évidemment, cette année, puis je dirais au fil des 4, 5, 6 dernières années, on a beaucoup parlé de la division 11U de classe B. Parce que, évidemment, c'est là où on introduit les lanceurs, c'est la division où on introduit les lanceurs. Il y a beaucoup de joueurs qui se joignent au baseball, là, puis vont débuter leur carrière là, dans la classe B. Puis il y a toujours, évidemment, l'enjeu du lanceur, évidemment pour les frappeurs, mais aussi pour les joueurs de position. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de prises là, pour nos lanceurs? Okay. Faire en sorte que les frappeurs là, aient des lancers de qualité là, à frapper. Puis, évidemment, ça allonge beaucoup la partie là, dans cette division, dans cette classe-là, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de prises, il y a beaucoup de buts sur balle. Donc, c'est un peu ça là, qu'on attaque là, cette année. Là. Okay. Précisément là, la division 11U de classe B, où les 3 principaux changements sont effectifs là, dans cette division, dans cette classe-là. Okay. Je dirais le premier changement, évidemment, c'est la proposition qu'on fait, en fait, c'est de séparer la saison en 3 parties. Donc, dans le premier tiers de la saison,
on instaure ou on propose l'instauration d'un lance-balle ou d'une catapulte là, au lieu d'avoir un lanceur. Ce qui va nous permettre, en début de saison, puis on le sait là, qu'au mois de mai, il fait froid, on commence la saison, on n'a pas fait beaucoup de pratiques. Là, on demande à des joueurs qui ont peut-être jamais lancé ou qui ont très peu lancé de débuter la saison dans ces conditions-là, puis de lancer des prises. Donc, le taux d'efficacité, il n'est pas tellement élevé, puis on veut définitivement augmenter ce taux-là. Puis on veut que les frappeurs aient très rapidement aient des beaux lancers à frapper, puis que les joueurs en défensive aussi aient des jeux à effectuer. Donc, ce qui est proposé, là, c'est jusqu'au 24 juin, on veut utiliser la catapulte. Puis, ça va permettre aussi aux entraîneurs de prendre tout ce temps-là entre le début de la saison jusqu'au 24 juin pour maximiser dans les situations d'entraînement les pratiques puis de former des lanceurs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que dans l'accréditation des entraîneurs, là, ce qui va être exigé pour la saison 21, pour la division 11U, c'est le module en ligne, mon premier lancé pour un entraîneur par équipe. Donc, ça va aussi là, dans cette mouvance-là là, où on veut vraiment donner un peu plus de punch là, à cette division et à cette classe-là. Ça fait beaucoup de sens, Bob. L'action en 3 pitches. Là. Si en dedans de 3 pitches, il y a de l'action, tout le monde va devenir meilleur. Exact. Ça fait beaucoup de sens. Exact. D'ailleurs, la région Mauricie, l'année passée, puis bon, comme on n'a pas eu de tournoi, ben, ils se sont dit, ben, nous, on va profiter de la saison 2020, on va utiliser le lance-balle pendant toute la saison, puis on regardera après ça, on va faire des statistiques, en fait, là, sur comment est-ce que les gens ont apprécié, est-ce qu'on est capable de jouer plus de manches. Ben, comparativement à la saison 2019, dans la saison 2020, les équipes 11U de classe B jouaient une manche et un tiers de plus qu'auparavant. Donc, c'est sûr que ça accélère les parties. On ne se rend pas à avoir des buts sur balle, à sortir le T-ball. Il y a beaucoup de pertes de temps. C'est ce qu'on veut éviter. On veut vraiment que les jeunes puissent bouger là, dans cette division, dans cette classe-là. Est-ce que la pandémie a aidé à prendre à accepter ce règlement-là, dans le sens où est-ce que les jeunes vont commencer beaucoup plus tard ou vont probablement moins s'entraîner cet hiver? Bien, on le sait là, qu'avec le plan de retour au jeu qu'on va mettre de l'avant là, pour la saison 2021, il est hautement improbable là, qu'on puisse avoir accès à des gymnases, donc d'aller à l'intérieur. Donc, c'est fort possible que quand la saison de baseball va commencer, bien, on va être limité juste à faire des activités à l'extérieur. Donc, on va embarquer sur les terrains à la fin avril, au début mai. Donc, puis on risque de se donner tout le mois de mai pour faire les sélections de joueurs, faire les équipes. Puis donc, ça voudrait dire qu'on commencerait la saison dans un monde idéal au début du mois de juin. Donc, ça aussi, là, ça fait en sorte là, que la pandémie, ça nous amène à revoir un peu là, nos façons de faire, puis notamment les débuts de saison, la période des tournois, il va y avoir des changements là, par rapport à ça. OK. Puis si je continue, mon deuxième grand changement, toujours dans la division 11 de classe B, c'est évidemment l'aspect des courses sur les buts. T'sais, on le sait, là, dans le Moustique B, on frappe la balle, puis là, tout le monde court, puis le risque d'erreur est tellement grand que les entraîneurs fly leurs coureurs là, partout sur les buts. Puis donc, c'est un peu le free-for-all, puis il y a beaucoup de pertes de temps, il y a beaucoup de balles qui sont lancées à gauche, à droite. Donc, on veut instaurer ça un peu là, comme ce qu'on fait présentement dans la division 9U, où une fois que la balle est rendue à l'avant-champ, bien, à ce moment-là, les coureurs peuvent juste prendre le prochain but à leur risque et ça s'arrête là. Donc, il n'y a plus de course sur les buts interminables comme on le faisait auparavant. Puis, c'est une règle qui existe déjà. Puis, je pense que depuis quelques années, là, on a fait beaucoup de modifications, évidemment, dans la division 9U. Je pense qu'on est arrivé au bout du chemin. Je pense que c'est une façon de faire là, qui répond vraiment là, aux besoins, puis qui respecte surtout la game. Là, parce qu'à quelque part, là, quand tu envoies des coureurs, puis tu fais juste miser sur le fait que la défensive va probablement faire une erreur, bien, à quelque part, on ne respecte pas tellement la partie de cette façon-là. Donc, on veut enseigner les bonnes façons de faire, les bonnes courses sur les buts aux coureurs avant de jouer du baseball un peu plus traditionnel. Vraiment d'accord avec toi, Bob, là-dessus. Là. Mon fils joue dans le 9U, là, puis quand je voyais les entraîneurs pousser puis tirer la sauce puis prendre 2 buts quand ils devaient en prendre juste un, je déconnectais. J'allais prendre une marche parce que je trouve que c'est à l'envers du baseball, c'est profiter de la faiblesse des jeunes, puis c'était de ridiculiser un petit peu tout ça, mais c'est un règlement qui fait tout plein de sens pour moi. Là. Exactement. La troisième règle, ça, c'est quelque chose que, bon, j'ai déjà commencé à faire des assemblées générales, puis on parle de ces règlements-là. C'est quelque chose qui est très, très, très bien accepté. C'est l'abolition des buts sur balle intentionnels pour toute la division 11U, puis également pour le 13U dans la classe B.
Donc, nous, comme fédération, notre philosophie, là, c'est qu'on va avoir des confrontations lanceurs-receveurs, lanceurs-frappeurs plutôt. Donc, il n'est plus question là, de walker intentionnellement un joueur, particulièrement à bas âge. Là. Le joueur, il est au bâton, tout ce qu'il veut, là, c'est de frapper à la balle. Là. Il ne veut pas avoir 4 buts sur balle, 4 balles, puis de se faire envoyer au premier but. Là. Donc, c'est contre-productif là, pour notre baseball. Et ça, les gens sont très contents. On avait déjà fait une proposition en ce sens-là auparavant, mais ça impliquait tout le monde. Donc, puis là, les gens, je pense qu'ils voulaient garder une forme de stratégie, particulièrement dans les divisions un petit peu plus âgées, là, dans le 15U, dans le 18U, mais de l'amener là, dans le 13U de classe B, puis également dans toute la division 11U. Je pense que c'est la bonne chose qu'on fait. Okay. La quatrième chose, évidemment, c'est des petits changements qu'on fait dans la division 9U. Et c'est l'introduction d'une... ça, c'est un bon exemple où c'est une proposition qu'on a reçue d'un coach qui est dans cette division-là, dans le 9U de classe B, où il nous demande, est-ce qu'on pourrait avoir l'option de déplacer un joueur, toujours de jouer à 6 joueurs en défensive, mais d'avoir l'option de déplacer un joueur au champ extérieur. Puis, donc, ce que ça nous envoie comme signal, c'est qu'il y a de plus en plus de balles frappées au champ extérieur dans le 9U de classe B, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Ouais. Puis, bon, même dans le baseball majeur, on voit de plus en plus là, des défensives spéciales, puis tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose là, qu'on pourrait voir? Bien, nous, on a trouvé la proposition assez intéressante là, pour l'envoyer sur le terrain, puis de la proposer aux gens, à savoir, est-ce que ça pourrait changer? Est-ce qu'on pourrait... Tu sais, en fait, un entraîneur pourrait avoir l'option, dans le cours d'un match, dans une situation donnée, face à un frappeur en particulier, hey, lui, il frappe toujours la balle dans le champ, on va déplacer un joueur dans le champ extérieur. On trouvait ça intéressant là, comme dynamique. On ne veut pas nécessairement que ce soit une situation où on va mettre un joueur dans le champ pendant toute la partie. C'est pas ça qu'on veut, puis c'est pas ça le but. Puis d'ailleurs, on a éliminé les joueurs de champ dans le 9U de classe B, justement, pour cette raison-là. Ouais. Mais on veut donner cette option-là. Donc, encore là, ça dynamise la game. L'entraîneur va pouvoir placer ses joueurs en défensive. Donc, c'est une option qu'on trouvait intéressante assez pour la proposer aux gens. Okay. Évidemment, la cinquième dans mon top 5, c'est évidemment la règle qui a rapport au protocole de commotion cérébrale ou de potentielle commotion cérébrale. Lorsque cette règle-là elle a été implantée il y a 2 ans ou 3 ans, c'était strictement pour le frappeur. Donc, quand le frappeur était atteint, il y avait une procédure de joueur de remplacement, bon, ce qui nous permettait de mettre de côté le frappeur, puis de voir avec lui si ses signes vitaux, puis de voir s'il était dans une situation potentielle de commotion cérébrale, puis de réagir par rapport à cette situation-là. Mais il n'y avait rien qui existait pour un coureur sur les buts qui aurait été atteint par une balle ou même un joueur défensif. C'est particulièrement les lanceurs ou des joueurs de position qui, une fois que la balle est frappée, se font atteindre par la balle. Il n'existait pas de procédure, alors que là, maintenant, on instaure ça. Donc, le joueur va être obligatoirement retourné au banc pour la fin de la demi-manche. Ça va nous permettre de valider avec le joueur sa condition avant de pouvoir éventuellement le retourner au jeu là, si sa condition le lui permet. Évidemment, il y a d'autres changements là, qu'on fait là, dans la saison, mais c'est plus des changements que je vous dirais d'ordre administratif. Mais les changements qui ont trait aux règles de jeu, mon top 5, c'est celui que je vous ai décrit tantôt. Excellent, top 5. Très intéressant. J'ai des gens qui écrivent certaines choses là, en dessous là, dans les commentaires. Je t'envoie ça, Robert. Il y a Marty Labrosse qui nous demande pourquoi ne pas faire des matchs doubles la fin de semaine? Est-ce que c'est à l'étude? Puis il y a quelqu'un qui répond que seul l'est, mais qu'il faut que les ligues les planifient, en fait. Là. Donc, est-ce que ça, c'est permis ou est-ce que tu peux répondre à cette question-là rapidement? Absolument. Oui, c'est permis de jouer des programmes doubles. Je vous dirais que les joueurs qui vont évoluer dans la classe 2A vont, pour la plupart, là, sont beaucoup plus confrontés à cette réalité-là de jouer des programmes doubles, alors que la classe A et la classe B, généralement, c'est des programmes simples. Parce que, bon, souvent, les équipes vont jouer plus la semaine, alors que les équipes de classe 2A vont jouer très souvent la fin de semaine, ce qui permet de faire des programmes doubles. Puis, bien, les déplacements aussi là, sont beaucoup plus grands à la classe 2A. Donc, quand tu pars de Montréal et tu vas jouer un match à Gatineau, bien, tu en profites pour jouer un programme double. Alors qu'à la classe A et la classe B, bon, tu joues plus à l'intérieur de ta région, donc il y a moins de déplacements. Mais si une ligue, parce que, bon, évidemment, éventuellement, c'est les ligues là, qui font les calendriers. Mais nous, comme fédération, on n'a rien contre le fait qu'une équipe va jouer un programme double.
Oui, puis rien n'empêche au coach de faire une bonne pratique d'avant-match. Il ne peut pas faire un double. Absolument. Il peut faire une bonne pratique de 1 heure et demie avant son match. Il a un terrain, un déplacement de 15 minutes pour se rendre au terrain puis jouer sa partie. S'il veut faire un peu plus de baseball avec sa gang qui est très motivée, c'est quelque chose qui peut bien se faire aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. On a Vincent Gagnon qui, justement, c'est ce qu'il dit. Lui, il aime mieux un match simple pour faire une bonne pratique avant. Donc, j'imagine que c'est vraiment du cas par cas selon Oui, la parce que région aussi. Là, c'est tellement important, surtout en début de saison, d'instaurer les pratiques, les situations d'entraînement. Donc, tu sais, puisqu'on va faire déplacer 15 joueurs dans le cadre d'une partie, bien, pourquoi profiter justement de cette occasion-là pour les faire venir au terrain plus tôt, puis prendre ce temps-là là, pour faire une pratique là, avec les joueurs. Exact. On a quelqu'un aussi, je pense que tu le connais, là, je ne suis pas certain, là, un certain Maxime Lamarche là, qui dit J'aimerais savoir si Robert travaillait à Baseball Québec quand j'étais un joueur autonome en 90. Un joueur atome, excuse-moi, pas un joueur autonome. C'est une question un petit peu. Maxime, il essaie de placer ses questions. Ben oui, je suis arrivé à la Fédé en avril 90. Fait que mon petit Maxime était un simple joueur atome à Bellefeuille. Oui, ça lui fait toujours plaisir de placer ça dans la conversation. Ouais. 30 ans d'expérience, ça ne s'achète pas. Ouais, exactement. Ouais. Hey Bob, on avait 2-3 questions pour toi qui n'ont pas rapport avec les règlements. C'est des questions que Maxime a papé pour toi. Question c'est ça, question éclair. Et Max, je te laisse y aller avec la première. Ouais. Y a-t-il un règlement que tu aimerais apporter prochainement dans le baseball au Québec que tu te dis, ça fait 2-3 ans que tu y penses, ça peut faire plusieurs années, tu dis ça, ce règlement-là, un jour, il faut instaurer ça. Je dirais, à toutes les années, quand on présente les règlements, on est toujours sous l'impression qu'on a fait le tour de la question. Donc, au moment où on se parle, là, moi, je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas quelque chose que je voudrais éventuellement présenter parce qu'on y va toujours année par année. Puis, tu sais, à chaque année, on se dit, par exemple, dans la division Atome, c'est la division où il y a eu le plus de changements dans les 10 dernières années. Il y en a encore un petit peu, mais de moins en moins. Puis évidemment, les gens nous l'ont dit aussi, là, arrêtez de faire des changements. On pense tout le temps qu'on est rendu au bout de la route, puis qu'on a fait le tour de la question. Il y a tout le temps. Puis il y a l'exemple justement de déplacer un joueur au champ extérieur dans la classe B. Ben oui, c'est une nouveauté, mais on pense, à toutes les années, on pense que là, on a placé nos affaires, puis là, on s'en va dans la bonne direction. Chaque année, il y a peut-être quelque chose de nouveau là, qui risque de popper. Puis, mais non, personnellement, je n'ai pas d'agenda ou je n'ai pas quelque chose que je voudrais passer là, éventuellement. Excellent. Ouais, puis je peux te dire, dans le 9U, dans le B, là, c'est impressionnant comment que. J'ai juste le petit échantillon de Laval, moi, mais je te dirais que les gars, ils frappent la balle. Sur le lance-balle, c'est impressionnant. Là, la balle, elle va par-dessus les joueurs d'avant-champ. Ce n'est pas seulement des roulants. Fait que ça pourrait être une bonne chose d'amener un joueur dans le champ. On commence à avoir des bons joueurs de baseball là, un peu partout. Là. C'est impressionnant. De plus en plus, là, puis ceux qui ont été voir là, des parties de tournoi, des parties de championnat, le meilleur exemple, là, c'est au championnat 9U de classe A. C'est incroyable les balles qui sont frappées. Évidemment, là, on a les 16 meilleures équipes là, au Québec qui sont confrontées dans une compétition. Donc, tu as les meilleurs joueurs potentiellement. Ouais. C'est incroyable les jeux qu'on voit là. C'est incroyable. Ouais. Il y a des doubles jeux qui se tournent là. Puis tu te dis, hey, c'est des enfants de 8-9 ans là, qui font ça. C'est incroyable de voir le développement qui s'est fait. Puis ça vient beaucoup des entraîneurs. Là, les entraîneurs qui sont là, pour les joueurs de 8-9 ans, c'est au début puis au milieu des années 90, quand il y avait 55 000 joueurs, bien, ces gens-là étaient également des joueurs. Donc, ils ont joué dans le pic là, de la fédération. Puis là, ils viennent redonner toutes les connaissances qu'ils ont eues. Donc, c'est sûr là, que ça améliore de beaucoup là, la qualité des joueurs. C'est la clé, absolument. Effectivement. Hey, les boys, ça achève déjà, mais je vais quand même poser, il y a une question de Gabriel Piché là, sur le Facebook, puis Bob, je vais t'amener là-dessus rapidement. Je ne la connais pas, cette règle-là, vraiment pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais la règle qui détermine le champ intérieur dans un rayon de 60 pieds de la plaque du lanceur est très dure à appliquer pour les arbitres. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir un repère plus concret? Bien, en fait, je comprends très bien la question à Gabriel. Évidemment, quand on joue des parties de division 9U, on espère, on souhaite que les parties se jouent sur des terrains de ces dimensions-là. Bon, on sait qu'à cause des dimensions de terrain, ça se peut qu'on joue une partie 9U sur un terrain de dimension Pee-wee, Bantam, voire même Midget. Puis là, à ce moment-là, l'avant-champ qui est en terre battue, là, c'est difficile de le délimiter. Bien, ce qu'on avait proposé là, justement dans cette situation-là, c'est
tenter là, avec une corde ou un bâton là, à partir du rayon du monticule, de faire justement ce fameux rayon-là de 60 pieds qui va déterminer là, qu'est-ce qui est la fin de l'avant-champ puis qu'est-ce qui est le début du champ extérieur. Fait que je conviens que ça peut être une difficulté. Évidemment, il y a très peu de terrains strictement de division atome au Québec. Quand ils ont fait quand ils ont bâti les terrains, là, on a souvent des terrains de dimension Pee-wee ou des terrains de dimension midget. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Donc, c'est sûr que les joueurs de division atome vont souvent être confrontés à jouer sur des terrains qui ne sont pas nécessairement construits pour leur division, parce qu'évidemment, les villes ne pouvaient pas faire des terrains spécifiques pour chacune des divisions. Évidemment, c'est une difficulté, mais au fur et à mesure là, que la saison avance, quand les équipes jouent toujours sur les mêmes terrains, bien, on vient qu'à trouver assez rapidement là, les repères là, pour déterminer qu'est-ce qui est l'avant-champ et qu'est-ce qui est le champ extérieur. Il faut être de bonne foi. Il faut que les entraîneurs soient de bonne foi dans tout ça. C'est important. Puis ça change la game. Ça change la game quand ils sont de bonne foi. Exact. Je termine ça sur une des questions à Max qu'on avait pour toi. Est-ce qu'il y a un règlement qui a été impliqué, puis finalement, après, là, soit toi ou l'organisation autour, vous êtes comme hey, ça, là, c'est un mauvais règlement, un mauvais changement dans ton 30 ans. Là. Je ne pensais pas que tu me poserais cette question-là. Les règlements qui. À chaque année, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive effectivement qu'il y a des règlements qui sont proposés qui ne passent pas la route, qui ne passent pas la norme du 50%. Puis même comme fédération, je dirais qu'on va même un peu plus loin que ça. Moi, personnellement, quand on n'est pas capable d'atteindre 75% de l'assentiment des gens, c'est parce que soit la règle elle a été mal écrite ou elle porte beaucoup trop à interprétation. En tête, là, comme ça, je n'ai pas de règle comme ça qui dirait hey, ça, on a vraiment manqué notre coup. Parce que, bon, si les gens ne sont pas d'accord, puis je pense que la dernière règle qu'on avait proposée, c'était, entre autres, je pense, dans le 13U de classe A, où on voulait soit interdire le lead sur les buts ou soit de permettre le lead une fois que la balle a quitté la main du lanceur. On a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup d'interprétations dans cette règle-là. Donc, finalement, on a comme abandonné le projet. Peut-être qu'éventuellement, ça va revenir sur la table, mais présentement, ce n'est pas le cas. Donc, des règles qui n'ont pas passé la route, qui ont été battues à l'Assemblée générale, évidemment, pour nous, ce n'est pas un échec. Là. On propose quelque chose, puis à la fin, c'est les gens là, qui sont maîtres. Ils s'approprient les règlements de la fédération, puis c'est correct que ce soit comme ça. La démocratie est faite comme ça. Ouais. Les règlements, c'est eux qui les appliquent avec les joueurs. Donc, nous, on propose des choses, mais c'est à eux là, de déterminer qu'est-ce qui est correct à faire là, pour les joueurs. Okay. Mac, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, j'aurais pu faire une autre demi-heure, une autre heure avec Bob sur les règlements comme ça. Fait que Bob, je te lance déjà l'invitation pour si Max veut, évidemment. Là. Absolument, absolument. Mais je vais vous laisser sur une question que Max n'a pas posée, mais que je vais quand même vous donner une réponse. Quelle est la règle qui, selon moi, a été la plus bénéfique au Québec, là, dans toutes les règles, là, dans les 30 dernières années? Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la règle d'équité de jeu. La règle d'équité de jeu qui permet à tout le monde d'aller au bâton. Tu sais, auparavant, là, dans les classes A et dans les classes B, là, avec même des joueurs de division 9U, là, c'était 9 joueurs avec des joueurs sur le banc, puis là, c'était des rotations. Fait que tu pouvais passer ta game au complet sur le banc, ça n'avait aucun bon sens dans un sport où tu es juste là pour t'amuser, tu es juste là pour participer. Donc, évidemment, la règle d'équité de jeu qui a fait en sorte que tout le monde va frapper, tout le monde fait des rotations en défensive, puis également de limiter là, les courses sur les buts avec des écarts de 5 points, 5 points d'écart. Toute la règle d'équité de jeu, là, je pense que ça a été très, très bénéfique au sport. Ça a permis justement à tout le monde là, de pouvoir prendre part à la partie, là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, ce qui est tout à fait un bon move, je pense. Absolument, absolument. L'essence même. Les boys, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous regardent, je vous invite à aller visiter notre page YouTube. Les entrevues que vous voyez présentement, si vous voulez les regarder, sont disponibles sur Facebook, mais c'est souvent plus facile à retrouver sur YouTube. Donc, j'invite les gens là. S'il y en a dans leur voiture qui veulent l'écouter en audio, Balado Québec, Spotify, les entrevues sont là. Donc, je vous invite à visiter ça, puis nos réseaux sociaux et tout. Robert, il y a un paquet de questions sur Facebook. Si ça tente d'aller jeter un coup d'œil et peut-être répondre à quelques questions, je t'invite à le faire. Sinon, on te réinvite prochainement, Bob, puis on jase de règlement. C'est toujours plaisant. On fait la prochaine demi-heure. Exactement. Ouais, exact. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, boys. Bye.